De l'autre côté. Il est pas allumé, c'est ça? Oui. Bonsoir. Bienvenue. J'ai le grand honneur de vous inviter au premier congrès international, mondial et universel de psychanalyse tripulsionnelle. Discipline que j'ai modestement fondée moi-même, mais que je vais essayer de vous présenter sous cet angle-ci. Cette conférence s'intitule « Émergences et formations de l'approche tripulsionnelle ». Alors, la psychanalyse tripulsionnelle est telle une révolution conceptuelle. Moi, je l'affirme, et dans les deux sens du mot révolution. Une révolution en cela qu'elle est une orbite, on parlait d'astrologie tout à l'heure, et un retour au point de départ, et une révolution en cela qu'elle est un changement radical dans la manière dont nous faisons de la psychanalyse. Je parlais d'orbite et de retour aux sources. Voilà la source. Et on peut avoir la tentation de lyncher cette source et de dire que, voilà, il y avait certains cas, il y avait des problèmes en termes de méthode scientifique, c'était pas exceptionnel, mais il ne faut pas lyncher le père, il ne faut pas essayer de le tuer, que ce soit de manière réelle ou théorique, et il faut embrasser l'héritage de Freud. Alors, pour embrasser cet héritage, il faut que je vous présente quand même 2-3 concepts de base de la théorie psychanalytique. Alors, voilà une représentation classique de l'inconscient d'un point de vue topique, c'est-à-dire d'un point de vue des lieux de l'inconscient. La première topique à gauche sépare la conscience, la préconscience et l'inconscience. Je ne rentre pas dans les détails, tout le monde connaît ça. Oui, bon, et ben voilà, vous connaissez tous. C'est pas très important pour la suite. Le moi, le surmoi et le ça ont été présentés dans la deuxième topique. Et donc, vous voyez qu'ils sont un peu complémentaires, ils se superposent pas exactement tous les deux. Un autre point de vue, c'est le point de vue ontogénétique, avec un développement en stade. Tout le monde a entendu parler du stade oral, stade anal sadique, stade phallique, période de latence, etc. Tout le monde, selon Freud, passe également par le complexe d'Oedipe. Là non plus, je ne m'attarde pas dessus, tout le monde en a entendu parler. Et un concept peut-être moins partagé, c'est le concept d'espace transitionnel. C'est l'idée que entre le sujet et le monde extérieur va s'établir un espace qui fait la transition. Voilà, donc cet espace est assez bien nommé. Ensuite, on peut voir aussi la chose d'un point de vue économique. Alors, une pulsion, c'est comme la flèche que j'ai représentée sur la droite de l'écran. Elle a une source, elle exerce une poussée qui s'exerce sur un objet. Et tout ça dans le but d'exercer la décharge pulsionnelle. Voilà, en gros, c'est ça, la décharge pulsionnelle. Mais selon la source, ça a des avatars différents. Et cette pulsion peut donc être déchargée, mais elle peut également être refoulée si elle est vraiment inacceptable. Elle peut être répétée si le refoulement se passe pas super bien. Elle peut être sublimée si elle veut vraiment sortir, donc elle passe par une autre méthode. Et elle peut être symbolisée, et là c'est formidable. En fait, c'est des trucs plus ou moins élaborés là que je vous présente. La décharge, c'est un peu bestial. Et la symbolisation, c'est vraiment un niveau d'élaboration pulsionnelle important. Alors, tout ça, c'est un peu la base commune des psychanalystes. Peut-être espace transitionnel, pas exactement, mais bon. C'est sur ça que nous sommes tous d'accord, parce que je suis psychanalyste moi-même. Vous êtes tous psychanalystes d'ailleurs, je vous l'apprendrai plus tard. Même si Einstein avait l'audace de penser qu'il fallait rompre avec le consensus pour faire preuve de génie, on peut aussi penser que s'appuyer sur ce consensus, c'est faire preuve de force. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir avec une approche tripulsionnelle. Alors pourquoi tripulsionnelle ? Bon, comme le nom l'indique, il y a 3 pulsions dans l'approche tripulsionnelle. Et c'est révolutionnaire dans les deux sens du terme, puisque Freud lui-même parlait déjà de plusieurs types de pulsions. Et en fait, on peut opposer la pulsion d'autoconservation, qui va être plutôt avec des besoins physiologiques, à la pulsion de vie, et pulsion sexuelle, et la pulsion de mort. D'autres auteurs, comme Hélène Fischer, qui est anthropologue, ont proposé ce genre de distinction. Il y a eu également Christophe Bormann, qui est psychanalyste, et Roger-Luc Marie, qui est parapsychologue, donc des gens tout à fait éminents. On est à un stade là dans la théorie tripulsionnelle de pensée divergente où on a une profusion de catégories qui sont proposées.
Il est temps de passer, modestement bien sûr, à un stade de pensée convergente et de formalisation de la psychanalyse tripulsionnelle. Voilà ce qu'on va faire. On va commencer par regarder un peu les principes organisateurs de l'approche tripulsionnelle. Alors ça, c'est une pulsion. Une pulsion, c'est comme un niveau d'énergie qui est dans une jauge. La taille de la jauge elle-même dépend du développement et le niveau de la pulsion va dépendre de l'interaction du sujet à un instant T. 3 pulsions, d'accord, mais lesquelles? On a vu avec la présentation précédente qu'il y avait beaucoup de dissensus là-dessus. Je propose l'existence du système ABC, la sexuance, l'attirance et la romance. Alors la pulsion de sexuance, c'est un plaisir très corporel. La pulsion d'attirance, c'est quelque chose de plus scopique. Ça parlera aux initiés de la psychanalyse dans la salle. En tout cas, basé plus sur un plaisir des yeux. Et la pulsion de romance, elle, est plus symbolisée, élaborée, etc. Donc, si on est dans une relation strictement platonique, on a une configuration comme suit. Au contraire, si on a un coup de foudre, on va avoir plutôt une configuration comme ça. Si on a eu 10 ans de vie commune, bon, l'attirance, on a pris un coup, mais la romance est toujours à un niveau élevé. Et au moment d'assurer la survie de l'espèce avec votre conjointe, on a un niveau de sexuance qui, normalement, si tout se passe bien, est élevé. Bon, si c'est avec votre collègue de travail, le niveau de romance, là encore, si tout se passe bien, est peut-être plus faible. Et par contre, si vous vous réfrénez, bon, vous vous dites c'est quand même pas sympa pour le fameux conjoint avec les 10 ans de vie commune, le niveau de sexuance va rester bas parce que tout simplement les contacts physiques vont être limités. Mais vous allez me dire, n'importe quoi, la vie pulsionnelle est dynamique. Et vous aurez raison. Et donc on va essayer de passer de la photographie que ça représentait là, au film, si vous voulez, ce qui est thématique avec l'endroit où nous nous trouvons. Donc on va regarder un peu les principes régulateurs de la théorie tripulsionnelle. Il y a 3 principes pour 3 pulsions, c'est formidable. Donc on va regarder d'abord le principe psychologique 1, le principe d'idéalisme. Selon le principe d'idéalisme, le niveau pulsionnel est ancré dans le réel, mais il va tendre toujours vers un idéal, comme on peut le voir symbolisé ici. Selon le principe d'investissement, il y a des périodes d'auto-investissement pulsionnel dans lesquelles le niveau d'énergie pulsionnelle va monter tout seul. Et selon le principe de simple exposition, qui est bien connu des biologistes, il va y avoir une augmentation, tout simplement. Si on présente l'objet au sujet, il va y avoir une augmentation de l'investissement pulsionnel. Mais ça, vous le savez déjà. Donc, le principe biologique 1, c'est le principe de réalisme. Bon, ça peut paraître normal que le niveau pulsionnel soit conditionné par le niveau de stimulation sensorielle. Et donc, cette barre rouge est un peu un barrage qu'exercent les capteurs sensoriels sur votre niveau d'excitation pulsionnelle. Donc on voit qu'il peut y avoir déjà des interactions un peu complexes entre différents principes. Là, on a le principe d'idéalisme et de réalisme qui sont représentés. Donc là, on fait quelque chose, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on voudrait rien faire. Mais on est en train de faire quelque chose. Donc, il y a une contradiction, il y a un conflit en fait psychique là, qui est pas inconscient, là, qui est conscient complètement d'ailleurs. Un autre principe biologique, c'est le principe de régression, la régression à la moyenne, tout simplement, les jauges s'équilibrent. Et enfin, il y a le principe d'homéostasie, c'est-à-dire que quand la stimulation s'arrête, on va avoir tendance à retomber. C'est normal parce que sinon, on serait toujours dans un état d'excitation pulsionnelle totale par rapport à tout. Donc, il faut quand même des principes inhibiteurs là-dedans. Et maintenant, mes préférés, le principe quantique numéro 1, le principe d'incertitude. Vous êtes tous familiers de ce principe. Si on caractérise précisément la pulsion, on ne peut pas caractériser précisément le niveau d'énergie pulsionnelle, comme le montre cette équation qui est tout à fait vraie. Le principe de superposition, lui, propose que plusieurs valeurs d'excitation pulsionnelle peuvent être associées à un même état pulsionnel, sauf à partir du moment où il y a une interaction. Et là, principe de décohérence, l'état pulsionnel va se fixer dans un état parce qu'on n'est pas toujours en train d'hésiter. Mais en fait, on est toujours en train d'hésiter, mais non. En fait, non, c'est de la physique quantique. Donc voilà, c'était les principes, c'était bien. Hein. Et donc, ça nous donne des situations un peu comme ça, un peu complexes. En termes d'interprétation, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ça nous pose la question quand même des principes herméneutiques. Hein. Maintenant qu'on a le film, il faut quand même comprendre ce qui se passe dans ce film. Pour comprendre tout ça, ça va être compliqué. Et voilà ce que... il y a beaucoup de jeux de mots en psychanalyse. Donc, voilà ce que vous lègue votre collègue le lendemain. Il vous lègue ça, donc un état complexe, et qui pourrait être compris uniquement par la clinique. C'est-à-dire par l'interaction du thérapeute avec le patient,
du patient avec l'autre patient, de la personne avec l'autre sujet. Et c'est uniquement comme ça, on ne pourra jamais objectiver cette relation. C'est uniquement comme ça qu'au final, on comprendra le psychisme humain. Et voilà. La seule chose qui vaille, c'est la clinique. Et voilà, c'est génial. Non, en fait, c'est pas fini. En fait, j'avais marqué quelques limites. Du coup, je trouve que c'est un point important. Du coup, on va carrément faire un deuxième diapo sur les limites. Pseudopsychologie, où est le problème? Eh ben, on va voir. Du coup, le problème, c'est qu'il y a un habillage pseudo-scientifique qui est donné aux pseudopsychologie. Et là, dans cette liste-là, moi, je suis psychanalyste, psychopraticien, psychoénergéticien et psychotripulso-analyste. Et vous l'êtes tous. En fait, vous avez tous le droit de vous appeler comme ça. Parce que seulement ces 3 titres-là sont réglementés. Le psychologue, il fait une fac de psycho. Le psychiatre, il est médecin, il se spécialise en psychiatrie. Le psychothérapeute, c'est un peu plus compliqué. Mais en gros, les autres, vous avez tout à fait le droit d'ouvrir votre cabinet de psychopraticien, par exemple, aujourd'hui. Voilà. Ensuite, il y avait des maths. Donc forcément, c'était sérieux, vu qu'il y avait des maths. On est d'accord ? C'est comme ça que ça marche, la science. Et en fait, non. Et d'ailleurs, on n'est pas, nous, les psychotrépulso-analystes, on n'est pas les seuls à faire ce genre de choses. Ça c'est Jacques Lacan, un des grands pontes de la psychanalyse. Donc je vous laisse interpréter, hein, parce que moi, j'ai pas envie. Sinon, bon, vous avez peut-être un petit peu remarqué qu'il y avait de la physique quantique, donc du quantox, comme dirait Richard, mon voisin. Sachant que la physique quantique, pour ceux qui ne sont pas trop familiers de ça, ça s'applique quand même normalement, je fais une approximation, mais à des trucs de l'ordre de l'atome ou de la particule. Donc pas du tout à des êtres humains, encore moins à des êtres humains en interaction, etc. Donc c'est l'application de principes qui sont liés à ça, mais à notre échelle, donc c'est nul. Voilà, c'est tout. Et ah oui, alors quand j'étais étudiant à Lyon, on nous avait distribué ces super flyers pour le premier congrès français, ça vous évoque peut-être quelque chose, le premier congrès français de psychologie énergétique, fait par Quantum Way. Et donc je suis retourné sur leur site, et c'était cher. Vous avez vu, c'est cher. C'est 130 € l'atelier, enfin c'est super cher. Enfin, là, si vous prenez tout, vous faites un master en psychologie en termes de prix, même si les tarifs ont augmenté, mais c'est encore autre chose. 400 € là, pour Dawson Church. Je connais pas, mais il a l'air éminent. Et ah oui, il parle quand même à des étudiants parce que vous avez 30 € de réduction. Vous avez plusieurs. Bon voilà. Bon, sinon il y avait du jargon. Vous avez remarqué ça aussi. Vous avez peut-être pas compris sexuance. C'est normal. Hein, vous n'êtes pas idiot. Ce mot n'existe pas, hein, tout simplement. C'est moi qui l'ai inventé. Et là, vous devez disposer d'une autorisation pour regarder cette vidéo, mais nous l'avons parce qu'il y a un grand maître du jargon. C'est lui. Il regarde la caméra à la fin, il a l'air un peu inquiet. Je ne sais pas trop si quelqu'un a compris son truc. Voilà, l'interprétation doit être preste pour satisfaire à l'entreprès de ce qui perdure de perte pure, ainsi qu'il parie que du père au pire. Pour l'anecdote, Jacques Van Rieler rapporte que quand il était dans les groupes de psychanalystes, il y avait des gens qui s'étaient mis en groupe un ou deux soirs pour essayer de comprendre cette phrase, parce qu'elle vient clôturer une intervention télévisuelle de Lacan. Et alors, ils avaient analysé ça pendant des heures. Et il y en a un qui s'était dit, je vais aller demander à Lacan ce qu'il en pense. Et qu'est-ce qu'il en pensait? Il leur a dit, mais j'ai fait ça pour les assonances. Ce qui peut nous paraître à nous évident, mais ils ont vraiment beaucoup cherché. Voilà, c'est jargonneux, donc ça doit être de la science. Non. La science, d'ailleurs, est assez claire en général quand on ne fait pas de maths, mais ça, c'est une autre question. Sachant qu'il peut y avoir un effet de sidération dont qu'il faut prendre en compte, notamment quand on est en L1, qu'on n'a jamais entendu ces concepts parce qu'on n'a pas fait de psycho avant. Et là, on arrive, forclusion du nom du père. Je ne vais pas vous faire toute la liste, on a un jeu pour ça. Mais vous allez voir,
Voilà, ça peut être assez sidérant. Et d'ailleurs, ça se base sur un certain nombre de biais cognitifs aussi, les pseudopsychologies de manière générale. Là, par exemple, c'est l'appel au bon sens. C'était sympa ma petite explication, hein? C'était bien. Et du coup, vous avez tous un peu gobé le truc en disant ah oui, ouais, je comprends. Donc, surtout qu'avant, il y avait du jargon. Donc en fait, ça fait un effet eureka. Et l'effet eureka, c'est agréable. Du coup, quand on se dit ouais, c'est compliqué, et là, bam, il y a une petite photo avec des jauges, bam, eureka, j'ai trouvé. Et cet effet eureka, selon, bon, je vous laisse regarder la référence si ça vous intéresse, c'est un effet qui est agréable émotionnellement, et donc il faut d'autant plus s'en méfier. Bon, sinon, il y avait un petit peu des raisonnements circulaires. Celui-là, il est vraiment nul. Hein. C'est le principe de réalisme est vrai. Et du coup, la stimulation contraint la pulsion. Mais ça, c'est la définition du principe de réalisme. Alors, ça veut dire qu'il est vrai. Bon, là, c'était subtil. Mais plus on rajoute de chaînons, plus c'est subtil, justement. Par exemple, si je pars du principe que la pulsion existe, parce que la pulsion existe, enfin, la pulsion existe. Du coup, si la pulsion existe, le ça, qui est le réservoir des pulsions, existe forcément, on est d'accord. C'est la logique. Parce qu'il faut un réservoir pour les mettre. Donc, et si le ça existe, alors l'inconscient existe, on l'a bien vu avec la topique. Mais si l'inconscient existe, Freud était un génie, Freud avait raison, et donc il avait aussi raison sur la pulsion. Bon, là, c'est vraiment grossier, hein, mais quand on rajoute 10 chaînons de ça, ou 15 chaînons de ça, on ne se rend plus compte où on en est du raisonnement circulaire, et je vous jure qu'il y a beaucoup de raisonnements qui sont basés sur ça. Bon, et sur ça aussi. Alors ça, c'est encore pire, c'est l'argument d'autorité. Un tel l'a dit, donc ça doit bien être vrai. Bon, je vous ai mis quelques pontes avec un intrus. Là, c'est Jung, là, c'est Winnicott, là, c'est... ah, elle est géniale. Dolto, c'est Françoise Dolto, elle est au top. Et là, c'est un spécial Lyon. C'est René Roussillon. Alors, à Lyon 2, il y a un truc spécial. Si vous dites c'est René Roussillon qui l'a dit, c'est que c'est vrai. C'est magique. C'est vrai, c'est parce qu'il est prof à Lyon 2. Enfin, il était prof à Lyon 2. Bon, il y a aussi beaucoup d'appels à l'ignorance dans tout ça, c'est-à-dire, mais de toute façon, les autres psychanalystes n'ont pas réussi, donc pourquoi pas l'approche tripulsionnelle? Et en fait, il y a deux problèmes avec cet argument. Déjà, il est faux, enfin, vous avez tous compris pourquoi, ça n'a aucun sens de dire ça. Mais en plus, il y a le fait qu'il y a souvent des alternatives qui sont efficaces et qui existent déjà, et elles sont juste ignorées de la personne qui parle. Ou ignorer sciemment ou pas, ça c'est une autre problématique. Mais du coup, bon, il faut prendre en compte les alternatives qui existent. Et bon, pour moi c'est le plus important, mais c'est pas forcément le plus passionnant, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, c'est les problèmes épistémologiques, c'est-à-dire les problèmes de philosophie des sciences qui se posent quand on fait de la psychanalyse. Alors, qu'est-ce que c'est qui fait que la science c'est bien? C'est que c'est cohérent de manière interne. Enfin, vous allez me dire si vous n'êtes pas d'accord avec ces principes. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire que vous aimez quand la science elle est incohérente, quand elle permet de rien prédire et quand elle permet de rien influencer. Donc a priori, c'est des critères qui sont relativement corrects pour évaluer si un énoncé est vraisemblable, intéressant ou pas. La cohérence interne, on s'en fiche en psychotripulso-analyste parce qu'on est dans un colloque singulier. Le colloque singulier, c'est un concept de psychanalyse qui dit que vu que le thérapeute est en interaction avec le patient, du coup, forcément, l'interprétation preste que je vais fournir, elle est forcément liée à notre colloque singulier. Et donc, si toi, tu fais une interprétation de lui et que tu dis exactement l'inverse de moi, on est dans un autre colloque singulier. Donc, j'ai pas le droit de te dire que tu as tort. Voilà. Donc, c'est incohérent. Hein. La même théorie produit des interprétations qui sont contradictoires, mais qui sont vraies en même temps. Donc, ça c'est la définition de l'incohérence. On peut rien prédire, mais c'est pas grave parce que l'humain, de toute façon, c'est spécifique. L'humain, il est libre et l'humain, il est complexe. Donc, c'est normal qu'on puisse pas prédire. Voilà, donc c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut. Et la possibilité d'influencer, là, c'est plus un contre-argument moral. C'est le fait que c'est pas bien, en fait, d'influencer les gens. En fait, quand quelqu'un vient nous voir dans une thérapie, c'est pas pour qu'on l'influence pour qu'il aille mieux. C'est pour, voilà, je sais pas, autre chose. Voilà. Bon, il y a un autre problème épistémologique fondamental, c'est la notion de falsifiabilité. Vous devez en bouffer aux apérosceptiques. C'est l'idée qu'un énoncé est scientifique si on se place dans les conditions de montrer qu'il est faux. Ça ne veut pas dire qu'on montre qu'il est faux, sinon il est faux, mais c'est montrer qu'il est réfutable, falsifiable. Donc là, par exemple, bon, c'est trivial, hein, mais c'est une mine, et je dis, mon hypothèse, c'est que c'est une mine avec que des rubis dedans. Et je regarde une fois. Bon, je peux pas dire grand-chose parce que j'ai regardé qu'une fois. Donc je vais regarder 10 000 fois.
Si je regarde 10 000 fois et que j'ai au moins un saphir, eh ben, je pourrais dire que mon hypothèse était fausse. On est d'accord. Donc mon hypothèse est falsifiable. Mais si je regarde plein de fois et qu'il y a 0 saphir, eh ben, c'est que mon hypothèse n'était pas si mal. Voilà. Et du coup, H1 est falsifiable. Alors attention au post-hoc. Le post-hoc, c'est quand j'arrive après, je regarde mes résultats et je dis « Ah oui, mais ça c'est parce que... » Point de suspension. Donc là, par exemple, je peux dire « Ah oui, mais ça c'est parce que j'ai dit à Jean-David que j'allais faire une fouille de mine, dans la mine, et je suis sûr il a mis un saphir pour me faire chier parce qu'il savait que je cherchais que des rubis. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai trouvé qu'un seul et 9999 rubis. En fait, ça marche pas en science parce que ça pose plein de problèmes de arcing, si ça en parle à certains d'entre vous. En tout cas, d'interprétation post-hoc. Bon, un exemple moins trivial, c'est la poussée d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide, voilà, je ne sais plus la suite. Du coup, pour permettre de conclure que la poussée d'Archimède n'existe pas, il faut répéter l'expérience un nombre suffisant de fois. Et si on n'arrive pas à montrer que ça ne marche pas, c'est que ça doit marcher. En gros, c'est ça le raisonnement, c'est que c'est plus vraisemblable. Et tout ça, on peut le faire en répétant l'expérience avec différents objets, différents scientifiques, différents protocoles, etc. Un autre exemple non trivial, c'est l'automaticité de la lecture. Donc là, on fait de la psycho. Vous connaissez peut-être déjà l'effet Stroop. C'est plus dur de lire là que là. En fait, si c'est plus dur de lire là que là, en fait, il y a des scientifiques qui se sont dit comment on peut prouver que la lecture est automatique. Et ben, on va montrer ça. Et si c'est automatique, les gens ils vont pas pouvoir s'empêcher de lire les mots. Et du coup, ça va venir faire une interférence avec la lecture de la couleur. Et du coup, on va être plus lent. Donc là, c'est dur de dire rouge, orange, bleu, alors que là, c'est facile de dire rouge, orange, bleu. Et j'ai fait exprès de le dire plus vite. J'ai triché. En fait, bon, c'est comme ça qu'on fait. Ça s'appelle l'effet Stroop, ça. Donc c'est super robuste, super répliqué. Mais il y a quand même des scientifiques, parce que les scientifiques sont comme ça, qui pensent que ça ne montre pas l'automaticité de la lecture. Et donc, ils vont proposer de nouveaux protocoles avec de nouvelles conditions de falsifiabilité, réfutabilité, et de nouvelles hypothèses pour tester cette idée précise. Si on essaye de se poser la même question, qu'est-ce qui pourrait montrer que le surmoi, ou que le ça, ou que, je sais pas, n'existe pas? C'est compliqué. Et surtout, de toute façon, vu qu'on est dans un colloque singulier, on s'en fout. Parce que de toute façon, ce que l'équipe de chercheurs a réussi à montrer, ça peut être faux si c'est un autre psychanalyste qui l'analyse. Oui, parce que c'est un colloque singulier. Guillaume d'Occam, le rasoir d'Occam, ça aussi vous devez en entendre parler aux apérosceptiques. Quand je peux expliquer quelque chose plus simplement et que j'explique parfaitement la chose de la même manière, il faut que je choisisse l'hypothèse qui a le moins de postulats. En tout cas, c'est ce qui est le plus raisonnable. Donc si j'arrive dans la pièce et que je vois mon chien et mon canapé qui est tout déchiré et mon chien qui a plein de mousse dans la... Bon, je pense que c'est mon chien qui a déchiré le canapé. Mais si ça se trouve, en fait, hypothèse 2, en fait, c'était quelqu'un qui est rentré, qui a tout déchiré et puis il a mis de la mousse dans la bouche du chien et il est ressorti et il me veut du mal et c'est le FBI qui l'a envoyé. En fait, tout le monde comprend bien que l'hypothèse 2 est moins parcimonieuse et moins préférable que la première. Mais si ça se trouve, elle est vraie. Donc si j'ai plus de preuves, je pourrais montrer qu'elle est vraie. Mais avec un même niveau de preuve, la première hypothèse est plus intéressante parce qu'elle est plus parcimonieuse. Voilà. Et, oui, la force de la preuve. Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Et ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. En fait, je le dis beaucoup parce que c'est vraiment le truc qui est fondamental. En fait, là, moi, je suis arrivé avec ma super présentation sur la psychanalyse tripulsionnelle. En fait, c'est à moi de vous montrer que ça marche. C'est à moi de vous donner les études scientifiques qui montrent que c'est intéressant. C'est pas à vous de dire oui, mais alors là, quand même, la sexuance, je suis pas sûr que. Enfin, vous avez le droit. Et c'est bien, vous exercez votre esprit critique, mais normalement c'est à moi de montrer l'efficacité de mon truc. Et voilà les 3 gros problèmes qu'on va rencontrer avec toutes les pseudo-psychologies, qu'elles soient psychanalytiques ou non. Et ça pose une question épineuse, c'est la question de la liberté du thérapeute. Parce que le thérapeute, des fois, il a envie quand même d'appliquer une théorie qui lui plaît, juste parce qu'elle lui plaît. Et voilà, moi je ne suis pas de cet avis, je vais essayer de vous montrer pourquoi. Parce que d'abord, quand on a une efficacité thérapeutique qui a été prouvée sur d'autres thérapies, il est juste de privilégier ces thérapies-là, dont on sait qu'elles vont être efficaces. On imagine mal le contraire, et je vous garantis qu'il y a des gens qui défendent ça. Ensuite, c'est utilisé dans des tribunaux.
pour faire des expertises. Alors, c'est quand même bizarre de se dire que là, par exemple, sur la base de la psychotripulso-analyse, on va décider si quelqu'un est coupable ou qu'il n'avait pas tout son discernement. Ouais, parce que en fait, sa sexuance était vraiment élevée selon le principe de décohérence quantique. Voilà. Mais je vous garantis qu'il y a des pseudo-psychologies qui sont utilisées actuellement dans les tribunaux pour décider, par exemple, de la garde d'enfants. Donc, c'est moins grossier que la décohérence quantique, mais à peine. Il faut lire les trucs, hein, c'est aberrant. Bon, évidemment, ça limite la production de connaissances scientifiques, ce qui est un problème en soi. Hein. Ça nous empêche d'avancer. Et c'est en désaccord avec le code, c'est pas éthique, c'est en désaccord avec le code de déontologie du psychologue qui stipule qu'il faut se baser sur des preuves, que ce soit pour enseigner ou pour faire des thérapies, d'ailleurs. Ça a des conséquences dans de nombreux domaines parce que les psychologues ruissellent un peu partout. Donc, quand on forme des psychologues à une thérapie, ils vont ensuite former les infirmiers, les EduxP, les marketeurs, etc. à ces thérapies et à ces théories. Et donc, ça va avoir des conséquences sur toute la société. Et enfin, alors, le dernier point est un peu plus polémique. C'est pas nécessaire, mais à partir du moment où on a une influence sur quelqu'un, parce que quand on est en train de faire de la thérapie, on est sur des gens qui sont fragiles, vulnérables en général. Et à partir du moment où on a une influence sur quelqu'un, il faut toujours faire super attention à ne pas tomber dans des jeux d'influence malsaines. Et ça, c'est plus pour les personnes qui cherchent, malgré ce que j'ai présenté ce soir, des voies alternatives de psychothérapie. Faites toujours attention parce que feu la Mivilude mettez en garde sur beaucoup de dérives, pas forcément en psychanalyse. Hein. Là, c'est pas par rapport à ce soir en particulier, mais par rapport aux dérives de pseudopsychologie. Voilà. Ma conclusion, c'est pratiquer la psychotripulso-analyse ou votre pseudopsychologie de choix entre adultes consentants, mais moi personnellement, pas pour ma santé, pas pour faire mes cours, pas pour pas grand-chose d'autre que m'amuser, parce que c'est marrant à faire, ou alors, je sais pas, pour me découvrir mon moi profond, mais pas autre chose que ça, voilà. En tout cas, c'est mon opinion. Et ça, c'est valable pour toutes les pseudopsychologies, bien sûr. Et bon, sinon, pour vous, je vous laisse tirer les enseignements que vous voulez de cette présentation. Voilà, j'espère qu'elle vous a été utile. Alors merci énormément Thomas, moi c'est un cadeau de Noël moi ce soir que je reçois. J'ai oublié de vous préciser parce qu'en fait, outre son titre de psychotripulso-analyste, Thomas est également le président d'une association qui, moi c'est un peu un pilier dans ma vie depuis 3 ans, donc vraiment je te remercie ce soir devant tout le monde, parce que moi aussi j'ai des cours pas de tripulso-analyse mais de psychoanalyse. Et par chance il y a des gens qui se mobilisent donc à la PSU, l'Association pour la psychologie scientifique à l'université. Et voilà. Donc, tu veux en parler peut-être ou pas ? Oui, en gros, nous, on essaye de comprendre un peu les rouages qui se cachent derrière les pseudopsychologies, d'essayer de faire la promotion de l'inverse, la promotion des pratiques scientifiques, parce qu'elles existent, et d'essayer de faire changer un peu les choses par rapport à l'enseignement tel qu'il est à l'université. Mais c'est lent et c'est dur. Donc on a bien besoin d'aide.